Salut à tous les amis, merci de regarder Roue Libre, l'émission vélo de la First Team. On est ensemble pour débriefer Milan-San Remo qui a eu lieu samedi, la victoire de Matej Mohoric. On a vécu un très joli week-end. C'est un plaisir de vous retrouver et de retrouver Robin et Polo. Ça va Polo ? Ça va très bien Joseph, et toi ? Passé un bon week-end ? J'ai passé un très beau week-end Polo, avec notamment la victoire du 15 de France et donc ce Milan-San Remo qui a été, ma foi, une belle édition. Ah ouais, au niveau sportif, que ce soit le 15 de France et aussi Milan-San Remo, on s'est régalé. Mais toi, entre les deux, t'as fait quelque chose qui ne restera pas dans les annales de l'histoire, du football notamment. Joseph, qui t'a donné ces infos ? Mon colocataire qui joue aussi arrière droit dans ton équipe. Il y a deux arrière droits. On appelle ça des traîtres dans mon jargon. Il était à Bobigny ce week-end, Joseph, et il jouait défenseur central. Son équipe avait besoin de lui il est quand même coach des joueurs de cette équipe, donc un des leaders de cette équipe. Il a fait une relance directement dans les pieds de l'attaquant qui allait face au but qui a marqué, et quelques minutes plus tard, il a concédé un penalty en faisant une main. Donc voilà, 2-0 directement pour l'adversaire, ça commence à faire beaucoup. Kalmin ne s'en est pas remis et son équipe a perdu. Il n'a pas été. On a perdu, mais on reste premier. Et un défenseur central qui va un peu moins bien quand son équipe va mal et qui reste premier, on appelle ça Marquinhos. Et moi, si je suis Marquinhos, Polo, et ben ça me va très bien. Marquinhos, équipe MB qui a fait un match honteux aussi face à Monaco. Mais c'est pas moi qui me mets dans les sorties. Je suis défenseur central. Toujours. Non, je suis aussi milieu de terrain, mais je vais là où on peut. On est en football amateur, on a quelques blessés, et donc on est un petit club, mais on est là-bas surtout pour s'amuser. Vous êtes solidaire. C'est vrai qu'on est. L'important, c'est l'humain. On s'amuse. Exactement. Ça va, Robin, par ailleurs ? Ça va très très bien. J'ai passé un très bon week-end moi aussi avec un beau Milan-San Remo. Ok, bon, tant mieux. Arsenal aussi, vu qu'on est dans. Victoire d'Arsenal. En même temps que Milan-San Remo. Un magnifique but de Bukayo Saka, le 2000e but d'Arsenal en Première Ligue, donc tout va bien. Bon, rassurez-vous, on a terminé de parler de football. Notre passion, c'est le vélo, et on va voir tout de suite le programme d'ailleurs, parce que peut-être vous nous regardez ce mardi, vous nous regardez peut-être mercredi. Jeudi, on va se retrouver ensemble sur Roue Libre sur notre chaîne Twitch. Vous le savez, on a une chaîne Twitch Roue Libre 101. Jeudi 18h, on sera avec François Thomazeau, la troisième de l'interview. François Thomazeau, c'est un journaliste qui a bossé pendant des années, notamment chez Reuters, qui a fait le tour du monde et qui a bossé pour plein de médias cyclisme, qui est notamment le producteur de The Cycling Pod, que vous connaissez peut-être, qui est un podcast anglais et qui est un podcast génial. Et on le recevra pour parler de la médiatisation du cyclisme. Vous le savez, nous, dans Roue Libre, on fait beaucoup marcher le digital sur le cyclisme et c'est quelque chose qui nous importe énormément. Et on discutera avec lui de ce qui marche pas, ce qui peut un peu mieux marcher. Ça va être une émission qui, moi, va beaucoup m'intéresser. J'espère que vous aussi. Et on se retrouvera, comme vous le savez, désormais mardi prochain sur Twitch encore une fois pour un débrief, notamment il va y avoir le Tour de Catalogne aussi sur lequel on va revenir et quelques classiques flandriennes de préparation et comme vous le savez, quand on n'est pas en plateau, on est sur Twitch, on est toujours ensemble, c'est un régal. On va voir le programme de l'émission du jour, débrief de Milan-San Remo, la victoire de Matej Mohoric, ce sera le focus. On fera ensuite un débat avec Van Aert, Van der Poel, vont-ils gagner un monument? Parce que les gars, on va le dire, ils se sont fait piéger ce week-end. Et donc, ils ont gagné il y a quelques années, en 2020, mais en 2021 et en 2022, pour l'instant, ça ne fonctionne pas sur les monuments. Donc pourquoi ? Comment ? Est-ce que c'est leur erreur ? Est-ce qu'ils sont presque trop forts pour gagner ? On se posera la question et on terminera. Évidemment, parce que c'est très important et c'est un super résultat d'Anthony Turgis qui a fait deuxième de Milan-San Remo. Est-ce qu'il peut faire mieux ? Comment il peut faire mieux ? Comment Total peut l'accompagner ? Ce seront des questions que l'on se posera. Voilà, vous avez le sommaire de l'émission. Merci d'être avec nous. On part tout de suite sur le focus de l'émission. Donc, cette émission, on va parler du débrief de Milan-San Remo. Voyons le classement de ce Milan-San Remo en détail. Le top 10 de ce Milan-San Remo avec la victoire de Matej Mohoric devant Anthony Turgis. Van der Poel qui fait 3. Pogacar qui était d'un des favoris qui fait 5. Mats Pedersen, le favori de Paul, qui fait 6. Et donc Van Aert, ton favori, Robin, qui fait 8. S'il avait fait le sprint, il aurait peut-être fini devant le favori de Polo. C'est pas mon problème. Je vous rappelle que Mats Pedersen a battu 3 fois Van Aert sur des sprints à Paris-Nice, dont un pour la victoire d'étape. Van Aert a quand même fait un beau Paris-Nice. Van Aert a quand même fait un très beau Paris-Nice. Mais là, on lui demandait de sprinter. On lui demandait pas Van Aert, il sprinte plus. On lui demandait pas de tirer Primoz Roglic. Il sprinte plus pour des places d'honneur, Van Aert. C'est vrai, ça bon, peut dépendre. En tout cas, Polo ne croyait pas du tout en Van Aert et on était ensemble en preview sur Winamax TV juste avant la course samedi dernier. On écoute ce que Paul disait à propos de Wout van Aert.
Voilà, je vous avoue, j'ai pris la cote à 1,30. C'est vraiment tu vois, Jean-Mur est plutôt d'accord avec moi. Moi, je pense plutôt sur un scénario similaire à celui de l'année dernière, un Wout van Aert qui va pouvoir suivre toutes les attaques dans le Poggio, quelles qu'elles soient, de Van Der Poel, de Pogacar, de Pidcock, de ci, de ça, de Pedersen, même pourquoi pas. Mais j'imagine pas un Wout van Aert capable de s'esseler, comme il a pu le faire avec Julien Philippe il y a 2 ans. Il t'a pas paru assez fort, Van Aert. Il t'a pas paru assez fort depuis 10 jours. Bah si, il est très fort, il sera très fort. Il sera peut-être le plus fort aujourd'hui. Mais il était le plus fort l'année dernière, il n'a pas gagné. Et oui, on le rappelle, du coup, on sera encore ensemble samedi, juste avant le Tour des Flandres. À chaque fois qu'il y a un monument, on sera en preview sur Winamax TV. C'est le samedi à 14h. Et je pense que la prochaine sera très intéressante parce que Robin, comme vous l'avez entendu, doit avoir bien le mort de sa réponse dans la J'ai revu séquence. plusieurs fois cette vidéo, il est insupportable, le mec en blanc. Je sais pas qui c'est, le brun, là, insupportable. En tout cas, Polo qui passe une cote, donc, et on essaiera. Ouais, quelle cote, Bah, c'est pas parce qu'elles sont petites qu'elles sont pas intéressantes, des fois. C'est vrai, c'est ce que... non, bref. Comment Matej Mohoric a gagné Milan-San Remo? On va voir qu'il a joué un peu à cache-cache, le coureur de la Bahreïn Merida, Robin, parce que finalement, avant la descente du Poggio, j'ai pas fait exprès de dire ça. Avant la descente du Poggio, on l'avait pas vu tant que ça. Hein. Ouais, excuse-moi, je me reconcentre. Non, je suis rouge là. Non, Ouais, clairement. non, mais attends. C'est la lumière, c'est la lumière. Là, je suis mieux. Tu vois, en plan large, ça On va dirait mieux. une BD. Bon, Mohoric. Non, c'est vrai qu'il a fait clairement du cache-cache sur les 25 derniers kilomètres avant le sommet du Poggio. Et avec Polo, on n'en parlait quasiment pas. On était devant la course ensemble. On voyait quelques-uns être en tête de peloton, les Jumbo-Visma, les UAE, notamment Della Cipressa qui ont fait un gros boulot. Van Aert, Pogacar qu'on a vu un nombre de fois incalculable dans le Poggio, notamment avec les 4 attaques de Pogacar. Mais Mohoric, lui, il a une stratégie différente qui finalement a été de sauter sur aucune attaque, de prendre les roues sur aucune accélération et de toujours rester plus ou moins aux alentours de la 10e place. Là, on voit c'est une capture de la 2e attaque de Pogacar, mais finalement le schéma s'est répété plus ou moins à chaque fois que Pogacar a attaqué. On voit Mohoric, il est avant-dernier de cette capture. On voit il y a Matthews en bleu, juste devant Matthews, c'est Mohoric. Il est à peu près autour de la 10e place. Il a Caruso devant lui, son coéquipier chez Bahreïn. Et à chaque fois, il a tenté de lisser au maximum ses efforts, alors qu'on voit devant Van Der Poel et Van Aert en danseuse, qui pour le coup montent avec des gros à-coups et qui doivent faire un gros effort à chaque fois que Pogacar attaque. Sur la fin de la montée, il y aura une attaque de Krag Andersen aussi. Et à chaque fois, c'est vraiment beaucoup d'énergie pour Van Aert et Van Der Poel. D'ailleurs, Van Aert l'a dit après la course qu'il avait gâché quelques cartouches dans le Poggio. Mohoric, lui, il a réussi à arriver jusqu'au sommet quasiment sans donner un coup de pédale superflu. Et on va voir du coup, là on est à 7,7 km comme vous le voyez en haut à gauche de la capture. On va voir sur la slide suivante qui est donc 2 km plus tard. C'est juste avant le virage à gauche qu'on va voir après. Mohoric commence à se replacer dans les premières positions et on voit sur la slide d'après donc ce fameux virage à gauche avec la cabine téléphonique en haut du Poggio où Mohoric commence à se rapprocher et c'est Søren Kragh Andersen, si on peut voir la slide juste après, voilà Kragh Andersen qui aborde la descente en tête. Paul, est-ce que sur cette montée du Poggio tu avais remarqué Matej Mohoric, on n'en avait pas parlé tant que ça au final avant la course, et ni jusqu'à ce moment-là presque. Non mais Robin l'a très bien dit, et c'est une erreur de notre part de ne pas y avoir fait attention dans le peloton pendant toute cette course, mais à partir du moment où tu vois qu'il fait le jump pour récupérer les favoris qui s'étaient échappés un peu, bon l'écart n'était pas énorme, hein, on le voit sur la photo, mais quand tu vois qu'il fait le jump, tu sais ce qu'il va faire. Tu sais qu'il va vouloir rentrer juste avant la descente, et au pire peut-être quelques mètres après que la descente ait commencé, et après vouloir faire la descente. On savait pas encore cette histoire de selle télescopique, à tige télescopique, pardon, mais on savait quand même que Mohoric est le meilleur descendeur du peloton. Il l'a déjà prouvé maintes fois. Il a même inventé des positions qui depuis ont été interdites par l'UCI. On savait qu'il allait faire la descente, Mohoric. Il avait notamment prévenu Tadej Pogacar avant la. Il avait prévenu beaucoup de monde. Il avait prévenu beaucoup de monde, mais notamment son très bon pote Pogacar. On le savait. Et moi, à partir du moment où je le vois faire le jump, je me dis, oulala, on va avoir une descente de l'espace, et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, c'est intelligent parce que c'est vraiment le moment où s'il fait pas gaffe, il peut perdre la course. Exactement. Parce que si les 4 devant partent et basculent avec
4-5 secondes d'avance, avec en plus les machines à rouler que tu as devant, ça peut partir et c'est terminé. Alors il est aussi un petit peu sauvé, il a peut-être un peu de chance là-dedans, c'est que quand Van Aert et Van Der Poel reviennent sur Pogacar et Kragh Andersen, naturellement, comme c'est pas les meilleurs sprinteurs malgré tout du peloton, ont un petit temps d'arrêt, se demandent est-ce qu'il faut rouler, est-ce qu'il faut vraiment emmener Van Der Poel et Van Aert avec nous, et ça profite je pense à Mohoric, ça facilite un petit peu son retour, mais en tout cas il avait très bien lu la course et il sait que c'est à ce moment-là qu'il faut absolument faire le jump, alors que sur les attaques précédentes il savait que c'était pas nécessaire. On va jumper 1 kilomètre plus tard pour voir à quel point il est important d'être un bon descendeur, notamment dans Milan-San Remo. Vous avez vu l'ordre tout à l'heure, on l'a pris, on l'a complètement secoué. Kragh Andersen est passé 5e, Mohoric est désormais 1er. C'est le moment où il décide d'attaquer, Robin, et on voit que, hormis Pogacar, il n'y a personne véritablement qui arrive à prendre sa roue. Non, il est rentré dans ce virage, je crois, en 3e position, il prend l'intérieur, il prend une trajectoire complètement différente, notamment de Pogacar, et en fait, il crée un écart à ce moment-là. On se doute avec Polo, quand on le voit, on se dit, bon, tu sais que c'est Mohoric, eux aussi ils le savent. Ils savent qu'il ne faut pas lui laisser quelques vélos d'avance parce que sinon tu ne le reverras pas. Et je pense que malgré tout, Pogacar notamment, qui connaît très bien Mohoric, savait qu'il ne prendrait jamais autant de risques que Mohoric. Donc il avait presque accepté l'idée de le laisser partir un petit peu. Le seul, je pense, qui voulait vraiment y aller, c'est Van Aert. Et il a expliqué après la course qu'il a été un peu gêné par Van Der Poel et par Pogacar. On le voit bien sur l'image, il est 4e, Van Aert. Et en fait, là, il n'est pas dans une position qui lui permet de sauter dans la roue de Mohoric. Et à partir du moment où il n'a pas sauté dans la roue tout de suite dans les 5 premières secondes, derrière, c'est fait. Parce que 100 mètres plus loin, on voit justement Van Aert, on n'a pas la slide, mais on voit Van Aert vouloir faire l'effort avec un Pogacar qui s'est là. C'est mon compatriote que j'aime beaucoup, qui en plus est un malade mental en descente. Je vais pas y aller. Van Der Poel qui lui là n'y va pas non plus, on sait pas trop pourquoi. Et Van Aert qui veut essayer de passer entre les deux. Moi, je trouve pas qu'il soit gêné à ce moment-là. Il a l'espace de passer. D'ailleurs, il passe. Mais je pense que c'est un peu tard. C'est dans le virage qu'il aurait aimé être finalement. Mais voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il fallait y être plus tôt dans sa roue. Il fallait pas lâcher la roue de Mohoric. Et franchement, c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment. Mais à 4 ou 5 km de l'arrivée, je sais plus exactement, avec dont 3 à faire en descente, 3,5 à faire en descente, tu laisses pas Mohoric prendre une longueur. Tu sais que tu le reverras pas. Et là, ils peuvent un peu se mordre les roubignoles parce que c'est à ce moment-là qu'ils perdent la course. Ouais, mais oui, ils ont perdu la course. Ça fait mal aussi de perdre la course. Ouais, c'est vrai. Je sais pas ce qui fait plus mal des deux quand même. Donc on dit souvent que Milan-San Remo se gagne dans le Poggio notamment, que c'est une assurance, mais il y en a certains. Dans le Poggio, mais dans le deuxième versant. Oui, voilà. Mais un peu moins souvent, ça se gagne dans la descente. Ce que Mohoric a fait, ce que Eddy Merckx avait fait. On se souvient de cette édition où il avait notamment semé le motard de la course parce qu'il était passé à plus de 80 km/h et tout le monde pensait même qu'il était tombé dans le ravin sur cette édition-là. Mohoric a un peu imité Eddy Merckx en prenant absolument tous les risques. Ouais. Là, on voit une première fois où il passe dans la rigole. Robin, mais il n'y a pas eu que cette fois-là, quoi. Non, il y en a plusieurs, véritablement. Là, pour moi, c'est le moment où il a le plus chaud parce qu'en fait, il est dans l'adrénaline de son attaque. Il est sûrement en train de jouer aussi avec sa selle et son tube de selle télescopique. Il est concentré sur 3-4 trucs à la fois. Il sait que c'est le moment où il faut faire la différence et en fait, il se retrouve dans une situation très délicate. Et après, il y a celle-ci, ça va se reproduire en plus plusieurs fois dans la descente où il arrive vraiment dans le cul de la moto, quoi. Et en fait, la moto, tout simplement, elle n'est pas aussi maniable qu'un vélo. Et dans les virages, le motard, il n'arrive pas à prendre assez d'avance pour ne pas gêner Mohoric. Et les lignes droites dans la descente du Poggio sont pas très longues, donc il a beau accélérer ensuite au maximum qu'il peut, il n'arrive pas en fait à lâcher Mohoric et à partir, quoi, à le laisser tranquille faire sa descente. Et donc 2-3 fois dans la descente, Mohoric va être gêné comme ça en sortie de virage par la moto. Mais gêné dans les virages, mais sur les relances à l'aspiration, avantagé aussi. Exactement, c'est un peu l'un dans l'autre. Je sais pas si ça l'a handicapé ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'en sortie de virage, ça a dû l'inquiéter un peu une ou deux fois parce que si tu te bouffes la moto, ta descente est terminée. Et derrière, personne n'a pu, malgré ces petits moments d'incertitude pour Mohoric, personne n'a pu revenir. À cette vitesse, ta descente est terminée, ta carrière peut être terminée aussi, parce qu'il était quand même à plus de 80 km/h. Mais de manière globale, cette descente de Mohoric. Il a failli sortir dans un virage aussi. Il a failli sortir, il glisse de la roue arrière, il a doigt de se manger le petit muret. Ouais, d'ailleurs, voilà, il est là. C'est extraordinaire parce que c'est la définition même du mec qui a pris tous les risques pour pouvoir remporter la course de ses rêves. Et il l'avait dit avant, il l'avait dit aussi pendant toute la journée à ses coéquipiers, à ses compatriotes dans le peloton. C'est la course qu'il voulait gagner. Il a tout mis en place pour gagner, notamment le travail technique autour de cette selle à tige télescopique. C'est extraordinaire.
il était habité dans cette descente et nous a donné une démonstration de cyclisme que j'ai rarement vue. J'ai le souvenir de Bonifacio qui nous avait fait la descente de la Cipressa de manière exceptionnelle il y a maintenant 2-3 ans aussi. C'est des souvenirs comme ça de descente extraordinaire. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Nibali en avait fait une belle en 2018. Nibali en avait fait une très belle en 2018. Si on remonte même à d'autres courses, on se souvient aussi de Christopher Froome sur le Tour 2016 si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, mais c'est rare et c'est très beau. On a perdu l'habitude de voir ça dans le cyclisme, de voir des mecs capables de prendre tous les risques pour aller chercher un objectif même, et c'est magnifique. Et ce qui est beau, je trouve que cette victoire de Mohoric est magnifique parce que c'est la décision même du mec qui a pris plus de risques que les autres pour aller gagner. Il n'y a même pas d'histoire de dopage, d'avoir été plus en forme dans le podium ou quoi que ce soit. C'est le plus technique aussi parce que c'est rare. C'est que de la technique. Souvent, ça se joue dans les jambes, la victoire dans le vélo. Ou un petit peu en tactique, là pour le coup c'est vraiment technique et ça arrive très rarement. Et il avait dit en plus juste avant et en plus il a pris le dessus mental aussi sur ses adversaires parce qu'il l'a dit juste avant la course. Tadej Pogačar, c'est lui, Tadej Pogačar, qui l'a confié. Il a dit, moi, ce qu'il m'a dit, je vais attaquer à ce moment-là, n'essaye pas de me suivre. Et effectivement, au bout du premier lacet, on a vu, quand il passe dans la rigole, Pogačar a dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, moi, j'y vais pas. Et on va voir, du coup, qu'après, on arrive sur la Via Roma et on est à 1 kilomètre de l'arrivée. Mohoric a pris clairement son avance et on va voir que Van Aert est le seul à essayer d'y aller vraiment, d'aller le chercher. Il va énormément travailler presque tout seul un peu avec Van Der Poel. Van Der Poel a beaucoup bossé aussi. Avec Van Der Poel, effectivement. Mais à ce moment-là, on est à 1 kilomètre de l'arrivée et quand Van Aert s'écarte sur la gauche, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là véritablement que Mohoric remporte la course, Robin. Ouais, alors il l'avait déjà gagné parce que pour moi ils n'allaient pas revenir là. Mais c'est le moment où ça s'enterre définitivement. C'est le moment où clairement on sait, voilà, là quand Van Aert s'écarte et que personne n'y va derrière, tu sais que c'est terminé, tu sais que Mohoric va aller faire ce dernier kilomètre tranquillement. Bon, il se trouve qu'il a eu un saut de chaîne dans le dernier kilomètre, il s'est fait une dernière petite frayeur. Finalement, il a remis un coup de pédale et c'est reparti directement. Mais Van Aert était frustré à l'arrivée parce qu'il dit que lui, il a roulé pour la victoire, Van Der Poel aussi, et que les autres roulaient pour le podium. Je sais pas si on peut en vouloir aux autres. T'as Van Aert et Van Der Poel, évidemment que tu les laisses faire un peu plus d'efforts. Après, j'ai envie de penser quand t'es un Pedersen, quand t'es un Kragh Andersen ou surtout un Matthews qui sprinte bien aussi, des chances de gagner Milan-San Remo, t'en as pas 50 000 dans une carrière. Pourquoi ne pas rouler? Pourquoi ne pas donner des relais? Après, peut-être que ces gars-là, ils étaient tout simplement aussi au maximum et qu'ils pouvaient pas donner plus. Ce qui compte, c'est que Van Aert et Van Der Poel ont fait beaucoup d'efforts. Je trouve pas que ça se soit enterré dès le départ de Mohoric. Je pense que vraiment, dans la descente, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et en plus, c'est pas des peintres en descente. Van Der Poel, Van Aert, c'est quand même des spécialistes du cyclocross qui sont habiles sur le vélo. Pogačar, c'est aussi un très bon descendeur, on le sait. Donc, ces trois mecs-là, pour les lâcher en descente, il faut quand même se lever tôt. Et Mohoric a réussi. Donc, après, je pense, quoi qu'il arrive, que là, en fait, c'est le moment où ils abdiquent, qu'on a vu à l'image. Mais qu'ils abdiquent ou pas à ce moment-là, je pense que ça change rien et que Mohoric va gagner. Puisque d'ailleurs, un qui n'a pas abdiqué, c'est Anthony Turgis. À ce moment-là où ça se relève, lui, il ressort. Et on voit bien qu'il arrive quand même pas à rattraper Mohoric. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que ça aurait fini comme ça. Exactement. On va voir une décla de Matej Mohoric à l'arrivée où il expliquait justement son ressenti. Il disait: j'étais en parfaite condition après avoir été malade en février. Malheureusement, j'ai lourdement chuté sur les Strade Bianche. Je n'étais pas super bien, mais assez pour rester avec les meilleurs dans le Poggio. On va voir justement, Paul, t'en as parlé plusieurs fois. On va voir l'image, si elle revient, écran noir. Si elle revient potentiellement de ce vélo justement de Matej Mohoric qui a eu une importance. Alors, quelle importance? Je ne sais pas, on va en parler, mais il y avait cette tige télescopique dont tout le monde a parlé. Paul, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est et comment potentiellement elle a avantagé Matej Mohoric et peut-être à quel point? Alors, la tige télescopique, pour grossièrement résumer le trait, c'est simple. Il avait la possibilité, grâce à une transmission hydraulique, de pouvoir changer d'un coup la hauteur de sa selle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le Poggio, dès que ça monte, je grossis le trait, toujours. Quand ça monte, c'est toujours intéressant d'avoir une selle haute pour être bien en appui sur son vélo. Mais par contre, pour avoir le meilleur équilibre possible, quand on est en descente, et on a tous fait du VTT et on a tous mis de sa selle le plus bas possible à chaque fois, c'est plus intéressant pour l'équilibre de ton vélo d'avoir une selle le plus bas possible. Et c'est exactement ce qu'a pu faire Matej Mohoric avec cette tige de selle. Pour l'aérodynamisme aussi. Pour
pour l'aérodynamisme, pour la en plus de position, l'équilibre. pour la aussi position. plus bas, tu as moins de résistance à l'air. Souvenez-vous que Mohoric avait inventé cette position. Mohoric, justement, il s'asseyait sur son cadre pour gagner en aérodynamisme. Plus tu as les bases, plus ta position est aérodynamique et plus tu as d'équilibre sur le vélo. Et l'avantage qu'a donné cette selle, c'est qu'il a pu changer au sommet du Poggio ou pendant la descente, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il l'a fait, sa tige de selle, et il l'a remonté à la fin pour sprinter, pour gagner, pour gagner en position aussi. Et autant certains coureurs pensaient que c'était pas significatif comme avantage, autant Mohoric qui bosse dessus depuis quelques mois, notamment en vue de Milan-San Remo, qui est la course qui rêve de remporter, et on était persuadé, il s'en est vanté toute la journée dans le peloton d'ailleurs, et oui, il le dit d'ailleurs que ça a payé. En après-course, il parle même d'un énorme avantage, hein. Il s'en cache pas, il dit il s'est entraîné lui en plus. Il dit que voilà, l'équipe est venue avec une idée, utiliser une tige de selle télescopique. Je savais que j'avais un énorme avantage, je savais que ce serait dur de me suivre pour les autres, ça abaisse votre centre de gravité, ça vous donne encore plus de contrôle. À votre avis, les adversaires, ils étaient frustrés, ou ils ont dit tout simplement bravo, ou est-ce qu'il y a un côté injuste un peu, ou c'est juste tout simplement le sport et la capacité à trouver des innovations? C'est autorisé depuis 2014. Non, bien sûr que bravo, il a réussi à... L'UCI a quand même dû rappeler après que c'était autorisé et valider l'utilisation encore une fois. Pour pas qu'il y ait de polémique, mais Mohoric, on lui a interdit sa position qui lui donnait un avantage parce que justement il était un de ceux qui était capable de prendre le plus de risques et un de ceux qui maîtrisait cette position. C'était déjà pas donné à tout le monde quand même, parce que dire c'est la position Mohoric qui te fait gagner, ok, mais il faut être capable de le faire. Il a trouvé une autre solution aujourd'hui. Alors peut-être, c'est même très probable que l'année prochaine sur Milan-San Remo, il sera pas le seul à avoir ce genre d'innovation technique. Mais peut-être qu'il en trouvera une autre. Peut-être que même dans cette position-là, même avec une selle qui peut se baisser, il restera le meilleur. Parce que dans les trajectoires, il y a malgré tout personne qui arrive à faire ce qu'il fait. Donc moi, je pense que c'est très bien joué de sa part. Il y a une raison aussi, c'est qu'il était tellement concentré sur cette édition, parce qu'il avait en plus parlé de cette selle télescopique. Donc il savait que c'était cette année ou jamais, parce que l'année prochaine, peut-être qu'il n'aura plus cet avantage. Et c'est pas dit qu'il arrive chaque année avec une nouvelle innovation. Donc franchement, il a réussi le coup parfait grâce à une innovation technologique. On a longtemps parlé du guidon de triathlète de Greg LeMond sur le Tour de France, qui lui avait sans doute permis de battre Laurent Fignon sur le contre-la-montre des Champs-Élysées. Il se trouve qu'à l'époque, ça avait fait polémique. Là, il n'y a pas de polémique et c'est encore mieux. C'est juste une belle innovation et une belle masterclass, comme disait Polo tout à l'heure, une belle démonstration de Mohoric, à la fois technique sur sa qualité de descendeur et sur l'innovation de son vélo. En tout cas, à l'arrivée, on ne parlait pas forcément de ça entre coureurs. C'était plus médiatique ce débat-là. Mais à l'arrivée, les coureurs, notamment Van Aert, l'avaient un peu mauvaise, mais pas à cause de la selle télescopique, à cause de la collaboration qu'il a reçue de ses adversaires. Et il a dit qu'il avait été un peu bloqué par Mathieu Van Der Poel et Pogačar quand Mohoric est passé en tête. Et donc, quand il a attaqué, après, il n'y avait pas beaucoup de collaboration. J'ai couru pour gagner, comme toujours, Van Der Poel aussi. Mais les autres ont vite pensé au podium, c'est leur droit. Mais je préfère me battre donc pour gagner. Vous comprenez ou pas? Van Aert, faut pas qu'il oublie qu'il l'a gagné Milan-San Remo. Donc un podium, ça l'intéresse plus, mais les autres, peut-être que ça les intéresse un podium. Et peut-être aussi que, on l'a dit tout à l'heure, mais voilà, quand t'as Van Der Poel dans la roue et Van Der Poel et Van Aert, c'est pas évident de te dire je vais rouler et puis je vais leur ramener le sprint, quoi. Je sais pas, moi je trouve que Van Der Poel se plaint beaucoup. Van Aert, pardon. Je suis désolé. S'il voulait gagner Milan-San Remo, il avait peut-être qu'à plutôt que de suivre Tadej Pogačar à chaque attaque, il a toujours été en réaction, Van Aert dans le Poggio. Par rapport à Pogačar, par rapport à Craig Andersen, par rapport à Ivan Garcia Cortina ou à Aramburu, l'un des deux Movistar aussi qui attaque un moment. Van Aert a suivi dans le Poggio, peut-être qu'il pouvait pas faire mieux. Il avait l'équipe, je pense, pour le mettre sur orbite et lui-même placer une attaque. La collaboration de Roglic d'ailleurs, je vais en parler parce que moi je pense que s'il peut être un peu amer ou de Van Aert, c'est de la manière dont Roglic a collaboré avec lui. Moi je vois Roglic qui n'est jamais dans sa roue. Je vois Roglic qui tente même une attaque à un moment où il y a un petit moment de flottement dans le Poggio. Moi je suis désolé, je suis Roglic. Je fais un tempo incroyable et je mets Van Aert sur orbite. J'oblige pas Van Aert à faire des efforts à chaque fois pour revenir sur Pogačar. Et Roglic, on l'a vu jusqu'au bout. Même s'il fait pas le jump à la fin du Poggio, il avait les jambes pour faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait. C'est vrai que les différentes attaques de Pogačar, on a une photo notamment où on voit Pogačar attaquer. Il y a Alex Aramburu qui le suit. Et donc là, on voit donc cette attaque. C'est Van Aert
qui saute dans sa roue et l'image qui est juste avant, Maxime, si tu peux la mettre aussi, c'est une autre attaque de Pogačar. Arambourou saute dans les roues de Pogačar et encore une fois c'est Van Aert qui fait l'effort et pas Roglic. Van Aert avait très peur de Pogačar et il a dit au final, c'était pas la bonne stratégie de foncer dans la roue de Pogačar, puisque au sommet, le groupe bascule tout entier, une dizaine de coureurs. Mais en fait, à chaque fois que Pogačar attaquait, il disait c'est peut-être là en fait. C'est peut-être là que ça part et il faut y aller. C'est ça. Et en fait, il n'a pas eu le sang-froid qu'a pu avoir un Mohoric. Mais après, peut-être que physiquement, il n'en avait pas les moyens, mais je pense qu'il a eu peur de voir Pogačar s'esseler en tête, alors que si lui, je pense, passait à l'offensive, si on avait les moyens, aurait pu s'esseler lui avec Pogačar. Je sais pas quelle était la force de Wout van Aert, parce qu'on l'a pas vu finalement. On sait pas ce qu'il vaut ce Wout van Aert sur le Poggio cette saison, puisqu'il n'a pas attaqué. Et ben on le saura jamais. Et en ça, déjà, t'as déjà presque t'as perdu la course à 50% déjà, puisque tu emmènes avec toi un groupe de 7-8 coureurs. On en avait parlé dans la preview. C'était exactement ce qu'il fallait pas faire pour Wout van Aert. Et il peut s'en prendre peut-être aussi à Primož Roglič, mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Effectivement, on va en reparler dans le débat. Et juste avant ce débat, on va regarder la réaction de Mathieu Van Der Poel, qui était donc de retour. C'était assez surprenant de le voir de retour sur Milan-San Remo, parce qu'il n'a pas couru depuis de longs mois en compétition. Il aurait fallu un ou deux équipiers en plus dans le premier groupe. Primož Roglič. Ça nous aurait permis de pousser jusqu'à l'arrivée. Ma forme, j'en suis très content. Après, ce n'est pas vraiment la classique la plus difficile du calendrier. Le final est très dur, mais les 250 premiers kilomètres sont très tranquilles. Donc là, il parle un peu de sa situation personnelle. Van Aert est donc frustré. Van Der Poel un peu moins. Ça va nous permettre, les amis, d'ouvrir un débat. Est-ce que ces deux-là vont réussir à gagner un monument cette saison ? C'est parti pour le débat. Les deux premiers monuments auxquels on va s'intéresser, c'est bien évidemment le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Ce débat va être en premier lieu sur ces deux courses-là et après on va élargir à Liège-Bastogne-Liège, au Tour de Lombardie. Et regardons donc le programme des Flandriennes qui est à venir. C'est dans les prochaines semaines avec toutes les courses qui vont permettre de les préparer. Le GPO 3, Gand-Wevelgem qui sont donc vendredi et dimanche. Dimanche d'après à travers la Flandre pour arriver donc dimanche 3 avril au Tour des Flandres et le 17 avril à Paris-Roubaix. Les amis, on va regarder vos pronostics. À travers la Flandre, je crois que c'est le mercredi. Il y a un problème dans les dates, mais je pense que c'est le mercredi. C'est le mercredi avant le Tour des Flandres. My bad. Regardons vos pronostics du coup. Vous connaissez pas vos pronostics à l'un et à l'autre. Donc Polo, tu mets Kasper Asgreen sur le Tour des Flandres. Ah bah, tu mets pas Van Aert du tout, encore une fois. On va vraiment penser que je suis un hater de Wout van Aert. C'est pas du tout le cas, c'est juste que j'y crois moins. Mais vas-y, continue, excuse-moi. Et donc, toi, par contre, Robin, tu mets clairement Wout van Aert. Mais c'est pas un hater de Wout van Aert, ça, non, c'est sûr. Effectivement. Donc, qui va dominer les Flandriennes ? Robin, toi, tu as un début de réponse. Oui, j'ai un début de réponse. Et puis, pour cette question de est-ce qu'ils vont le faire, moi, je pense qu'ils vont réussir à gagner un monument. L'année dernière, on l'a dit, ils sont passés au travers pour... des raisons complètement différentes. Mathieu Van Der Poel était très proche de gagner le Tour des Flandres. Il s'est fait battre au sprint par Kasper Asgreen, ce qui avait quand même surpris quasiment tout le monde. Très proche de gagner Paris-Roubaix aussi. Aussi, c'est vrai. Mais finalement, ils étaient passés au travers et on pouvait rajouter Julien Lafilippe, puisque en début de saison, on avait présenté le trio comme des monstres qui allaient tout gagner et ils avaient gagné absolument aucun monument. Ils avaient gagné d'autres courses, des très belles. Van Aert avait gagné l'Amstel, Julien Lafilippe avait gagné la Flèche, mais c'était pas les monuments. Et cette saison, on se pose un peu la même question. Sans Julien Lafilippe, qui cette fois-ci... est un petit peu en retrait, un petit peu moins en forme, qui n'a pas pris le départ de Milan-San Remo, qui sera sûrement moins acteur sur les Flandriennes qu'il a pu l'être. Même pas sûr qu'il y soit d'ailleurs. Voilà, et qui vise pour le coup Liège-Bastogne-Liège, mais là on se concentre surtout sur les Flandriennes. Et la question pour Van Aert et Van Der Poel qui vont arrêter sûrement leur saison, leur printemps à Paris-Roubaix. Franchement, tu peux te poser la question quand tu vois ce qui s'est passé sur Milan-San Remo, mais moi je pense que les courses qui viennent sont tellement différentes de Milan-San Remo que oui, ils vont réussir à gagner ces monuments-là. Moi, je sais pas. Alors, j'y crois parce que, notamment sur Paris-Roubaix, je pense que c'est le meilleur coureur qui gagne. Et encore, avec Peter Sagan, ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années, même s'il a, lui, au moins par rapport à Milan-San Remo, il a réussi à la gagner. Moi, je suis pas autant convaincu que toi, Robin, parce que, en tout cas, côté Wout van Aert, il y a quand même un problème, je trouve, c'est que il assume mal cette pancarte à chaque fois. Je trouve que tactiquement, il est à chaque fois quand il gagne ou quand il est dans la bataille, c'est parce qu'il est très fort. Et je pense notamment au Tour des Flandres 2020, quand il revient sur le duo Alaphilippe Van Der Poel, il est très fort parce qu'il revient tout seul dans la roue des deux. Il se fait battre par Van Der Poel au sprint. Bon, ça c'est la vie, mais au moins tactiquement, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que si Van Aert est
pas le plus fort, ou du moins pas plus fort que ses rivaux, il va avoir un problème parce qu'il va ressentir la pression. Il est souvent très fort. On l'a vu sur le Het Nieuwsblad notamment pour l'instant. Oui, on sait que sur les Flandriennes, c'est très important. Milan-San Remo, je te parle pas du résultat final, mais je te parle de la situation dans le pot de jeu, par exemple. C'était peut-être le plus fort, ou l'un des 2-3 plus forts. Je sais pas, il m'a paru moins fort. Pour moi, il a pas très bien couru. Mais la réalité, c'est qu'on va voir en tableau, Van Aert, tu parles de pancarte, Paul, mais c'est un peu la pancarte sans l'expérience de la victoire sur les Flandriennes. On va voir ce tableau-là qui est révélateur parce qu'on a mis les 4 potentiels favoris sur les Flandriennes qui arrivent. Alors, les favoris changent un peu entre Paris-Roubaix et Tour des Flandres, mais ça va tourner autour de ces 4 noms. Van der Poel a gagné le Tour des Flandres, Colbrelli a gagné Paris-Roubaix, Asgreen a gagné le Tour des Flandres, et Van Aert, lui, au final, est le grand favori, mais ne l'a pas gagné. Alors, est-ce qu'il a pas... C'est hyper intéressant ce que tu dis, Paul, dans le sens où, est-ce que finalement, il a du mal à aborder cette capacité à être bon aussi tactiquement et là où il est très fort dans sa discipline de base, où il n'y a pas forcément d'aspect tactique, il faut juste être le meilleur physiquement parlant. Qu'est-ce que tu penses du sens tactique de Wout van Aert ? Est-ce qu'il ne va pas devoir l'affiner un peu pour enfin ouvrir son compteur en Flandrienne ? Oui, peut-être. Évidemment qu'il peut progresser. Je vais pas te dire que Wout van Aert aujourd'hui est parfait et que il est j'ai une machine imbattable. Depuis 2 jours. Hein. Non, il est pas imbattable du tout. Et on l'a bien vu sur Milan-San Remo et on l'a vu sur les Flandriennes l'année dernière. Ça, je suis totalement d'accord avec toi, Polo. Mais après, c'est malheureusement le revers de la médaille quand tu es l'un des très grands favoris. C'est ce qui est arrivé à Peter Sagan pendant, je dirais, 5-6 ans, peut-être 5-6 années consécutives. On pensait que tous les ans, il pouvait faire le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix. Et finalement, il finit... il finit sa carrière, non pas encore, mais aujourd'hui, ses meilleures années semblent derrière lui. Et il a gagné seulement un Paris-Roubaix et seulement un Tour des Flandres, entre guillemets. Comment il les gagne en plus ? Il les gagne en solitaire. Parce qu'il est plus fort. Il gagne pas en solitaire Paris-Roubaix, mais à deux. Voilà, on est et il gagne le Tour des Flandres en solitaire. Évidemment qu'il faut être très fort, mais malgré tout, il fallait... Une petite chance tactique, c'est-à-dire tu peux toujours te faire piéger sur ces courses-là. Surtout quand tu as des collectifs en face de toi, comme celui de Quick-Step, on l'a souvent vu. On a souvent vu Quick-Step gagner des monuments en pavé en n'ayant pas forcément le coureur le plus fort de la journée, mais parce qu'ils ont une supériorité numérique. Par contre, pour Van Aert, la différence qu'il y a cette année, qui me fait croire en lui beaucoup plus que l'année dernière et qui me fait croire qu'il va régler les soucis de l'année dernière, c'est qu'il a une équipe autour de lui qu'il n'a jamais eu. Avec les recrutements notamment de Tish Benoot et de Christophe Laporte, avec Nathan Van Hooydonk autour de lui, il y a vraiment un pôle de Flandriens. On en a déjà parlé sur Twitch il y a quelques semaines, mais il y a eu du visionnage chez Jumbo-Visma des courses flandriennes des années précédentes pour voir ce qui n'avait pas été. Il y a eu vraiment un pôle de classiques qui a été fait, ce qui n'existait pas vraiment jusque-là, puisque l'équipe Jumbo-Visma était très centrée sur les grands tours. Et clairement, on veut désormais que Wout van Aert soit l'un des étendards de cette équipe. On ne veut pas tout miser sur Primož Roglič et on veut que Van Aert se fasse un palmarès désormais sur les Flandriennes et sur les classiques de manière générale. Moi, je pense que ça va fonctionner et que ces petites lacunes tactiques qu'il a pu avoir ou ces petits pièges finalement de quand tu es le grand favori, tout le monde te laisse faire le boulot, il va pouvoir le régler grâce à Laporte et Benoot. Et donc, on a un Van Aert qui va avoir une énorme équipe. Comme tu parles, Paul. En revanche, on va avoir un Van der Poel qui sera présent avec une équipe qui n'est pas du coup le même collectif que Jumbo-Visma, alors qui est un bon collectif. Hein. Mais qu'est-ce que tu penses des ambitions que peut avoir Van der Poel? Est-ce qu'il doit prendre la roue de Van Aert ou est-ce qu'il doit essayer de créer quelque chose d'autre? Non, mais là où je suis d'accord avec Robin, c'est que l'équipe Jumbo-Visma, et on l'a vu même l'année dernière, alors que ce pôle n'était pas encore créé, mais dès que Nathan Van Hooydonk a été au niveau et qu'a pu bosser pour Wout van Aert, et ben Wout van Aert allait gagner Gand-Wevelgem derrière. Et c'est ce qui change tout. Et si Primož Roglič avait un peu peut-être bossé différemment, un peu mieux bossé pour Wout van Aert dans le Poggio, peut-être que Wout van Aert aurait aussi gagné Milan-San Remo. C'est des ajustements, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va retrouver Christophe Laporte, on va retrouver Tish Benoot, et on va trouver autour de Wout van Aert une équipe capable de gérer une course comme l'a fait la Parce qu'il était souvent isolé, Van Aert, quand même, l'année dernière. Et ce que ne peut pas faire Mathieu Van der Poel, certes, mais attention à cette équipe alpecin qui a déjà d'autres cartes, quid d'un Merlier ou d'un Philipsen sur ces deux monuments qu'on va voir sur ces deux Flandriennes. Il y aura peut-être d'autres cartes et il y aura aussi des coureurs, je pense à Gianni Vermeersch aussi notamment naturellement, des coureurs capables de l'aider et de le pousser un peu loin jusqu'à ce que la bataille commence. Van der Poel a déjà prouvé qu'il n'y avait pas besoin d'une équipe centrée autour de lui, il a juste besoin d'un gars, un bon soldat pour le protéger jusqu'à ce que les réelles hostilités commencent.
course. Et après lui, il fait sa tambouille. Hein. Paris-Roubaix, l'année dernière, il a fait sa tambouille. Les derniers Tours des Flandres, il a fait sa tambouille. Moi, pour le coup, je pense qu'un Wout van Aert, qui a plus de pression à cause du fait qu'il n'ait pas gagné, de Flandrienne, et qui en plus peut-être que tactiquement parfois s'excite un peu. On l'a vu, c'était le Tour des Flandres où il s'enterre un peu. C'était peut-être il y a 3 ans. Peut-être, je dis peut-être une bêtise. Mais ça, c'est vieux. C'est vieux. Mais tu vois, il y a plein de petits signes comme ça qui font que Wout van Aert va avoir besoin d'une équipe très solide autour de lui s'il veut être dans les meilleures conditions possibles. La force aussi de Van Der Poel et Van Aert par rapport à d'autres, même si quelques-uns ont peut-être leur niveau, mais ils sont vraiment très peu, c'est qu'ils peuvent faire en sorte que la course soit décantée à 50, 60, 70 km de l'arrivée. Et finalement presque ne plus avoir besoin de coéquipiers. Notamment Mathieu Van Der Poel, je pense à lui. Van Aert n'aura peut-être pas intérêt à le faire cette année parce qu'il aura une équipe solide autour de lui. Mais Mathieu Van Der Poel, s'il n'a pas d'équipier, la solution à un moment, ça peut être aussi j'attaque et je fais en sorte que plus personne n'ait d'équipier. Dans ce cas-là, on est de nouveau tous à égalité et comme ça, il n'est pas handicapé par le fait de ne plus avoir personne autour de lui. Et quand je parle de Van Aert, c'était quand Bechal gagne et que derrière, tout le monde le regarde pour prendre la poursuite à son compte, notamment Van Der Poel. Et là, pour le coup, il y avait que lui qui avait roulé, il s'était un peu énervé, il s'était un peu fait avoir. Mais bon, c'est pas vraiment de sa faute. On a donc parlé de Van Aert, de Van Der Poel, mais on va avoir aussi des outsiders parce qu'ils ont notamment des énormes équipes. Et on va avoir, donc je voulais avoir votre avis sur la hiérarchie de ces équipes-là, avec notamment Quick-Step Alpha Vinyl et Bahrain Victorious. Les collectifs, on n'en a pas tant entendu parler que ça ce week-end sur Milan-San Remo. Robin, est-ce qu'ils vont devenir beaucoup plus importants sur les Flandriennes ? Bien sûr, parce que Quick-Step, depuis quelques années, n'a pas le meilleur Flandrien sur le papier, même si Kasper Asgreen, notamment avec sa victoire l'année dernière sur le Tour des Flandres, a changé de statut et qu'on l'a vu très fort sur l'Estrade Bianche, donc on l'imagine fort sur les Flandriennes qui arrivent. Mais je pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que Kasper Asgreen sur le papier est meilleur que Van Der Poel ou Van Aert. Par contre, ce qui fait la force de Quick-Step, comme souvent, c'est la densité des coureurs, avec un Florian Sénéchal, avec un Zdenek Stybar, même s'il fait pas un très gros début de saison, avec un Yves Lampaert. Voilà, tu as déjà 4 leaders potentiels sur la moindre Flandrienne où tu vas aller. Sans compter potentiellement Julien Philippe qui donc cette année ne va pas trop y aller, mais qui certaines fois a été une carte en plus sur les Flandriennes. Forcément, quand tu as cette force-là, t'es une équipe redoutable. C'est ce qui a permis notamment à Quick-Step de gagner par exemple 2 fois le Tour des Flandres avec Stein de Volder, qui n'était pas un favori au départ, mais qui a profité du marquage sur Tom Bonnen pour aller gagner. Et c'est une des grosses difficultés que vont avoir encore Van Der Poel, Van Aert et finalement tous les autres qui espèrent gagner, c'est qu'est-ce que tu fais quand un Quick-Step attaque ? Est-ce que tu prends la route de celui-là ou est-ce qu'il faut attendre que ce soit l'autre qui attaque ou comment tu fais ? Et c'est comme ça que Quick-Step a réussi à conquérir un paquet de succès et je pense que ça va être la stratégie encore cette année. C'est ça. D'où ton pronostic pour Kasper Asgreen sur le Tour des Flandres, Paul. Mais tu vois, pas forcément pour la même raison que Robin, c'est parce que la Quick-Step depuis début de saison, notamment sur les classiques, n'est pas ouf, tu vois. Je repense à Kjorn Bruxelles-Kjorn gagné miraculeusement par Jacobsen. Pour l'instant, c'est pas une démonstration. C'est pas une démonstration. Kjorn Bruxelles-Kjorn, Jacobsen, il revient du diable Vauvert, 30e il est 30e à 300-400 mètres de l'arrivée, sans aucun coéquipier, il fait un sprint exceptionnel. Et il y a surtout eu le couac du Het Nieuwsblad, après quoi Patrick Lefebvre avait pas mal gueulé auprès de ses coureurs. En plus, ouais, le Het Nieuwsblad qui leur passe un peu entre les trous de nez, j'allais dire, mais ça marche pas. Hein ? Entre les doigts, ouais, voilà, ça marche mieux. C'est difficile de passer entre les trous de nez. Est-ce que, sous le nez. Ouais, voilà, ça ira mieux comme ça. Mais du coup, ouais, quid de la force collective. Pourquoi pas, mais individuel surtout. Un Sénéchal rassurant sur Milan-San Remo. Moi, là, ce que j'ai quand même regardé, parce que Yves Lampaert, j'ai quand même l'impression que ses meilleures années sont derrière lui. Zdenek Stybar, pardon. Bah lui, c'est vrai. Stybar sont quand même, ses années sont quand même bien derrière lui aussi. Moi, ce qui a sauvé Quick-Step l'an passé, c'est que Kasper Asgreen était plus fort que Wout van Aert et plus fort que Mathieu Van Der Poel. Et quand je vois le Kasper Asgreen, notamment la d'Estrade Bianche là, qui m'a bien fait kiffer, j'ai quand même l'impression qu'il va arriver très fort sur ces Flandriennes et au jeu du marquage, pourquoi pas entre les deux, même si je pense que Asgreen sera peut-être autant marqué que les deux. Il gagnera pas un sprint contre Van Der Poel tous les jours. À mon avis, s'il y a sprint tous les jours entre les deux, il gagne pas. Il en a déjà gagné. Oui, mais justement, ce genre d'exploit, tu le fais pas tous les jours. Mais en tout cas, oui, la Quick-Step peut toujours jouer sur plusieurs cartes. Moi, je pense quand même que les cartes sont de plus en plus faibles, la main est de plus en plus faible, et à ce jeu-là, ils ont intérêt à individuellement être très forts. Je pense
pense surtout à Sénéchal et à Kasper Asgreen, parce que sinon ça va être compliqué quand Van Der Poel ou Wout va accélérer. Et si les 3 quick-step ou 4 quick-step qui sont présents, potentiels outsiders n'arrivent pas à les suivre, ça ne servira à rien d'être fort collectivement. C'est sûr. On aura le temps, bien évidemment, d'en reparler de ces courses-là. Et d'ailleurs, on sera ensemble le samedi 2 avril, si je ne me trompe pas. Maxime, est-ce que tu peux aller rechercher tout en haut du keynote le visuel pour annoncer l'émission Winamax sur Winamax TV, l'échappée, juste avant donc le Tour des Flandres, pour voir que les coureurs qu'on annonce comme des potentiels favoris sont là, sont présents, même si d'ailleurs d'après les bookmakers, Pogacar est plus favori qu'un Sonny Colbrelli. Donc Wout van Aert est à 4,50, c'est le grand favori. Au même niveau, on a Asgreen et Van Der Poel, et donc on a Tadej Pogacar qui est à 6. Moi, je vais mettre Pogacar tout le printemps, et puis un jour, ça finira par passer, quoi. Ouais, mais fais gaffe, parce que les cotes, elles baissent. Parce que autant, je pense que c'était intéressant de le mettre avant le début de saison. Il est mieux coté sur le Tour des Flandres qu'il l'était sur Milan-San Remo. Donc voilà, on sera ensemble le samedi 2 avril, vous pouvez le noter dans les calendriers. Un petit tip, on n'en a pas parlé là, parce qu'on a parlé que du collectif de Quick Step, mais il y a un coureur qui pour moi est un outsider très sérieux malgré tout, c'est Anthony Turgis, et qui a une très belle cote pour l'instant pour le Tour des Flandres. Et je pense qu'elle va beaucoup baisser prochainement, donc si vous voulez mettre une pièce sur Turgis, mettez-la rapidement. On va en parler d'Anthony Turgis. Quelle transition. Exactement. Après, mais je soupçonne d'avoir fait exprès, effectivement. On va terminer effectivement cette émission en parlant d'Anthony Turgis dans les bonifs. C'est parti. Anthony Turgis, donc vous l'avez vu dans le classement tout à l'heure, qui a terminé deuxième de Milan-San Remo. Vous l'imaginiez être capable de passer le Poggio avec les meilleurs ? Capable de passer le Poggio avec les meilleurs, je l'imaginais complètement. L'année dernière, il avait passé le Poggio 12e, juste derrière le groupe de 10 des meilleurs. Et là, moi, cette année, je l'ai annoncé même avant Milan-San Remo, je pensais qu'il avait le niveau pour être dans les 7-8 premiers au sommet du Poggio. Tu l'avais dit dans la preview, ouais. Exactement. Et ça, c'est signe d'une véritable progression de la part d'Anthony Turgis. Complètement. Franchement, quand tu le vois à ce niveau-là, on a du mal à se dire qu'un coureur français sur les classiques, c'est à part Julien Alaphilippe, ces dernières années, on n'en a pas eu beaucoup. Un coureur français qui soit autant régulier. Alors, il y a eu Sénéchal aussi, mais finalement, c'est assez rare. Et Turgis, on l'a vu monter progressivement, et je pense qu'aujourd'hui, il faut se faire à l'idée que c'est tout simplement un des meilleurs coureurs de classique qu'il y a dans le peloton. Alors il lui manque des grosses victoires, ce qui peut te jouer des tours un peu sur la confiance et puis sur la prise de risque à certains moments. Si tu as déjà gagné toutes les courses, tu es plus à l'aise pour attaquer et pour prendre des risques. Anthony Turgis, il fait partie de ces coureurs qui sont très forts mais qui n'ont pas encore de gros succès. C'était le cas d'un Sonny Colbrelli il n'y a encore pas si longtemps. Avant de gagner Paris-Roubaix à l'automne, c'était un coureur qui était très souvent là mais à qui il manquait les grosses victoires. Il a un nouveau statut désormais. Je pense qu'Anthony Turgis, il est pas loin d'acquérir cette très très grosse victoire. Quand tu vois la sortie qu'il fait dans le final de Milan-San Remo, il avait encore de très bonnes jambes. On a eu en plus avec Polo un moment où on a vraiment cru que ça allait le faire. Oui, quand la caméra qui écrase, c'est terrible. Ça c'est le vraiment. Franchement, tu te dis mais là en plus Turgis se met en danseuse et tout, tu te dis mais s'il se met en danseuse, c'est parce que ça y est, il est en train de le bouffer. En fait, mais elle est horrible cette caméra. Moi aussi, on y a tous cru. Franchement, j'y ai cru. Et surtout, c'est pas la première fois qu'on voit Turgis comme ça. Il avait fait 10e de Milan-San Remo l'année dernière, il a fait 4e déjà d'un Tour des Flandres. L'année dernière, il fait 8e du Tour des Flandres, mais en ayant fait je me rappelle un numéro derrière justement Kasper Asgreen et Van Der Poel. À un moment, je me rappelle, il est en chasse-patate pendant un moment. Je sais plus exactement combien de kilomètres ça dure, mais il est impressionnant. Il fait des efforts après la sortie de certains monts où tu te dis ok, on a affaire pas du tout parce que les caméras étaient centrées sur les trois devant. Mais on se rendait compte quand même qu'on avait affaire à un outsider qui était vraiment pas loin des gros favoris. Et là, je l'ai vu parler il y a quelques jours après sa deuxième place à San Remo du Tour des Flandres et de dire d'annoncer qu'il y viserait quelque chose et qu'il pensait même à la victoire. Bien sûr. Moi, j'aime cet état d'esprit. Je pense que clairement, c'est pas un des 3-4 favoris, mais c'est un des gros outsiders pour ce Tour des Flandres. Il a déjà fait des podiums en flandrienne. On se souvient qu'il a été battu par Mathieu Van Der Poel sur à travers la Flandre il y a maintenant 2 ans, 3 ans. Putain, ça passe vite le temps. Il est aux portes du podium sur le Tour des Flandres. Moi, je suis désolé. Anthony Turgis fait partie de la shortlist de 4-5 coureurs capables de remporter le Tour des Flandres dans 2 semaines. Il est monstrueux. Alors moi, j'ai été un peu, on va dire, je l'ai un peu oublié, notamment à cause d'un début de saison
pas comme il l'aurait espéré, notamment avec cette chute. Je crois qu'il chute sur Ed Newsblatt, alors que j'aurais bien aimé le voir. Il a eu des crevaisons aussi. Oui, il a rompu la poisse. Je crois qu'il a crevé aussi, exact. Et du coup, je me suis dit, tiens, je sais pas trop où est-ce qu'il en est. Je t'avais dit qu'un Anthony Tsurgis, moi j'aurais bien aimé le voir au niveau de ce qu'il avait fait l'an passé. Visiblement, il est encore plus fort. Un petit cran au-dessus. La démonstration qu'il fait, notamment dans le Poggio et aussi la Cipressa, c'est quelque chose de très fort. Et je voulais rajouter aussi quelque chose, son équipe, le travail de son équipe. Je pense notamment à Danielos, qui quand Peter Sagan a crevé, aurait pu se relever, aurait pu y aller en dilettante, a énormément bossé pour lui dans la Cipressa. Ils ont relevé certains coureurs, Total Energy, quand Sagan avait son problème, mais il en est resté auprès de Tsurgis. Ouais, il en est resté 2 auprès de Tsurgis. J'ai plus le nom de l'autre. Peut-être Boisson-Hagen, je sais plus exactement. Et aussi, et Anthony Tsurgis en parlait dans l'équipe. Voilà, il va falloir mettre ça sur la table. D'ailleurs, c'est sur la table. C'est le matos Specialized et tout ce qui a apporté, que ce soit le staff. Le staff c'est très Sagan. fort, Paul. Bravo. Non, mais en vrai, moi je m'en fous. Je pourrais dire que Specialized ça marche pas. Voilà, nous on a une liberté de ton, il y a aucun problème. Le fait est que là, Specialized ça marche. Tout le staff et tous les coureurs de la Total Direct Energy en parlent depuis le début de saison, que ce soit le matériel en lui-même, que ce soit les ingénieurs, les experts autour, le staff qui a ramené Peter Sagan et les coureurs aussi, Danielos, Maciej Bodnar, etc. Voilà, c'est Danielos et Nicolo Bonifacio. Et même Nicolo Bonifacio qui ont terminé avec 1 minute 15 de retard. Bonifacio et Boisson-Hagen. Non mais voilà, il y a toute une émulation autour de cette équipe Total Direct Energy. Tsurgis était un peu inquiet de l'arrivée de Peter Sagan, mais au final, il y a plus de positifs que de négatifs. Et là, on en voit tous les résultats. C'est un peu la question qui se pose aujourd'hui. Ils vont avoir exactement le même programme, Peter Sagan et Anthony Tsurgis. Est-ce que c'est une véritable force en plus pour lui d'avoir Peter Sagan dans son équipe? Bon, certes, il y a les conseils que potentiellement Sagan peut lui donner, etc. Mais c'est surtout aussi une possibilité pour lui, si Sagan est devant, que lui n'y aille pas, etc. Exactement, ça te donne un peu plus de poids quand tu es dans le groupe des favoris, finalement. Il y a aussi le fait qu'on va beaucoup plus respecter, entre guillemets, Anthony Tsurgis. On va lui laisser peut-être plus la place. Quand il va aller frotter, on va peut-être moins l'embêter dans le peloton, parce que ça se joue aussi à ça, à la réputation. Alors, ça joue aussi parce qu'il a des résultats, et c'est aussi pour ça qu'on va de plus en plus le considérer comme un vrai candidat sur les monuments et sur les classiques en général. Et puis le fait d'être désormais dans l'équipe de Peter Sagan, on te laisse un peu plus tranquille dans le peloton, tu as un peu plus le droit de venir te placer en tête, et je pense que ça va venir avec une contrepartie, c'est qu'il va être plus surveillé. Mais à partir de maintenant, Tony Tsurgis, je pense que Van Aert, Van Der Poel, Asgreen, tous les autres sont au courant que c'est un candidat. Et dans ce cas-là, qui peut en profiter, Peter Sagan, de courir de manière différente, sans la pancarte qu'il a eue dans la dernière décennie, avec la possibilité d'avoir finalement un Tsurgis qui est plus en forme que lui, qui a peut-être plus de chances de gagner le Tour des Flandres que lui, et pourquoi pas d'anticiper, de courir de manière un peu plus instinctive, comme il adore le faire, comme il a toujours aimé le faire, et ça peut être intéressant, ça peut être vraiment gagnant-gagnant pour les deux. Je pense que les deux ont à gagner là-dedans, clairement. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, tu commençais à parler, Paul, du matos, etc. Et c'est là que ce sera intéressant parce que, comme vous le savez, je commence à la teaser, mais juste après le Tour des Flandres, on sera en débrief ici en plateau, et on sera avec Billy de Specialized qui viendra en plateau, et il viendra avec un modèle tarmac, et il nous expliquera pourquoi ce modèle est utilisé sur le Tour des Flandres, etc. Et ça, les particularités. Et on vous l'avait promis, cet aspect technique qu'on a un peu moins abordé depuis le début de l'aventure en roue libre il y a presque 5 ans. Et ben aujourd'hui, on va vous l'apporter. C'était il y a à peine 3 ans et demi. Il y a 4 ans maintenant. Là, ça passe. Presque entre 4 et 5 ans. Janvier 2019. Ah ouais, d'accord. Bon, plus effectivement. Ouais, mais pour dire que ça fait quand même longtemps et que voilà, on va apporter un aspect technique qui va être très très intéressant. On verra, on écoutera religieusement Billy qui nous écoute, ça va être hyper qui nous racontera ça. On va regarder le programme pour la semaine pour terminer les gars, pour voir qu'on a une belle semaine. Un petit quichage rapide là, on n'est pas en retard là sur le. Après le programme. Alors si tu veux, alors je te propose pendant que je. Ouais, si tu veux, je le prends. Programme de la semaine, Tour de Catalogne. On va retrouver les grimpeurs qu'on a un peu oublié ces derniers temps, et puis directement on se replonge dans le programme des classiques comme tu l'as dit tout à l'heure, avec Bruges de Panne, le Grand Prix E3 et Gand-Wevelgem. Ce sera déjà très intéressant si vous voulez savoir qui sera en forme ou pas sur les Flandriennes, de voir qui sera en forme ou pas, notamment sur Gand-Wevelgem, et il y aura déjà des premières indications. Le GPE3, moi, c'est une de mes courses préférées. C'est souvent beaucoup plus ouvert que Gand-Wevelgem parce que ça se promet beaucoup moins aux sprinters, et souvent c'est
on retrouve un scénario qu'on peut retrouver sur le Tour des Flandres. Donc, si j'ai une suggestion, regardez bien le Grand Prix E3, même si c'est vendredi et que c'est pas pratique. Donc voilà, j'ai l'impression quand tu m'as demandé le qui suis-je, pas qu'il me demandait un peu de drogue. T'as pas un petit qui suis-je là? Non, je préfère les qui suis-je de loin, de très loin même. Oui. Du coup les gars, petit qui suis-je, c'est parti. Est-ce que vous êtes chaud pour terminer cette émission? Alors, je suis un coureur de moins de 30 ans, européen. Je fais 70 kilos, 1m81. Pourquoi tu rigoles toi? Fermez l'ordi. J'ai fermé l'ordi parce que Robin avait peur que je triche. Non, pas du tout. J'ai été stagiaire pour démarrer ma carrière en 2016. Attends, répète les premières infos. Il n'écoute rien. Belge, moins de 30 ans, 70 kilos, 1m81. J'ai été stagiaire pour démarrer ma carrière en 2016. Van Hooijdonk? C'est pas Van Hooijdonk. À la Trek Segafredo. Plus costaud. J'ai passé 3 ans ensuite chez Sport Vlaanderen Baloise. Tuns. Ce n'est pas Edouard Tuns. Ouh, ça a marché. On parle d'Edouard Tuns. Ouais. C'est pas lui. J'ai fait 5e d'une étape de la Vuelta. J'ai fait 2 fois 6e d'une étape de la Vuelta. C'était en 2021. Steven? Non, je cours aujourd'hui. 30 000 trucs. Je cours aujourd'hui dans une équipe française. J'ai signé jusqu'en 2023. J'y suis depuis 2020 dans cette équipe française. Ah, Vandenberg. Non. J'ai fait 2e du Trobro-Léon. Vendrame. Non, n'est pas Vendrame. Je cours aujourd'hui dans la même équipe que Brian Cocard. Oh là là. Je porte donc du rouge et du blanc. Je suis un coureur de la Cofidis. Ouais, ça, merci. Peut-être ceux qui n'ont pas compris, je leur donne une indice supplémentaire. Non. Non, il est Mais non, il est Charkia. Et il est français. Mais non, il est. Je viens il est belge. Ouais. de terminer 3e de Cholet, Pays de la Loire. Ah, j'ai pas remporté vu, par Marc Sarraud. Ouais, j'ai vu Marc Sarraud avec les. Ce n'est pas un qui suis-je facile. Hein. Ah non, mais là, on est mauvais quand même. Mes initiales, PA. C'est super dur comme initial. PA. La Cofidis. Mon prénom, c'est le nom de famille du star hollywoodienne, blond, le mari d'Angelina Jolie. Ou je crois qu'ils ont divorcé, mais. Pete Algert. Ah ouais. Je savais pas. Ah, j'aurais jamais trouvé. Voilà, Pete Algert, les gars. Moi, que je l'ai pas, à la limite, pourquoi pas, mais que Robin l'ait pas, Non, c'est que c'est vraiment un bâtard, Joseph. Les initiales. Le mec qui finit 3e de Cholet Pays de la Loire, on entend beaucoup. C'est Marc Sarraud qui a gagné. Première victoire pour AG2R cette saison. J'ai pas eu le temps de regarder le final en replay, donc je l'aurais jamais eu. C'est Lewis Haskell qui a fait forte impression ce week-end dans la Loire. Vous remarquez, quand il trouve pas, il m'engueule moins. Ouais, bien sûr. Apparemment, c'est normal. Ça va pas être de notre faute, manquerait plus que ça. Non, il faut en faire un qu'on trouve. Allez, c'est parti. J'ai terminé 10e de Milan-Turin. J'ai remarqué que ça tourne plus en bas là. Mais ça tourne plus depuis le début de l'émission. C'est pas grave, Polo. On se posera. J'ai terminé 10e de Milan-Turin et 12e de Milan-San Remo. Je n'ai pas terminé Paris-Nice cette saison, mais j'ai quand même fait 3 top 10. J'ai une belle pointe de vitesse. Ce n'est pas Quentin Pincher, je ne suis pas français. J'ai terminé 7e de la Drôme Classique et j'ai gagné... Binyam Grimaille. Bravo, Polo. Ah, bien joué. Je l'ai vu. Bravo, Polo. Le 12e de San Remo, je savais que c'était un sprinter. Un peu ski, on a vu passer en Alors, comment tu l'appelles? Binyam Grimaille. C'est Girmay. Voilà. C'est pas bon du coup. D'accord. Bravo Polo qui remporte. Sur celui-là au moins on a été rapide. Enfin t'as été rapide. Bravo Polo, merci Robin pour ta participation à ce qui suis-je. Lamentable, mais tu seras bien meilleur la prochaine fois. Après, moi, bien évidemment. Foot ce week-end. Voilà. Effectivement. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite. Suivez-nous sur tous les réseaux en roue libre. Ça a été un plaisir de faire cette émission avec Polo et avec Robin. À très vite sur tous les réseaux. Ciao ciao, bisous les rollers. Ciao.